Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Delphine, c'est le dernier panel de notre conférence, être superviseur aujourd'hui et demain, être régulateur aussi, je pense, aujourd'hui et demain. J'aurai le plaisir d'accueillir dans quelques minutes Verena Ross, présidente de l'ESMA, et Jean-Paul Servet, président de la FSMA, donc l'équivalent, l'homologue belge de l'AMF, et aussi et surtout pour ce soir, président de IOSCO. Ça sera l'occasion d'évoquer du point de vue donc, de l'autorité européenne de supervision et du standard setter international les grands enjeux du moment et les impulsions que ces instances peuvent donner. Mais avant cela, je vous propose d'écouter le témoignage de Gary Gensler, le président de la Securities and Exchange Commission. Gary Gensler ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais il a souhaité témoigner une certaine affection, je crois, pour l'AMF, sans trop spoiler son message. Bonjour. My thanks to Chair Marie-Anne Barbet-Liani for the opportunity to congratulate the AMF upon your 20th anniversary. You know, coming together as a securities regulator, you have an important mission. And while it's not exactly the same as ours here in the US at the SEC, it captures so much of what we both do. Looking out for investors, ensuring that issuers can access the markets. And I understand from your mission, it's about ensuring that material information is put out there to investors. It's about ensuring for the fair and orderly markets that bring those issuers and investors together. And during the last 20 years, the SEC has counted on the AMF as an important partner, fulfilling our respective missions. And again, though our missions differ, I think at their core, there's some real commonality. We're disclosure-based regulators, ensuring that investors get the material information they need and that issuers can rely on a fair, orderly, and efficient market. It's about ensuring that there's not fraud or manipulation in those markets as well. Here at the SEC, we work to make sure that markets are efficient, competitive, resilient, transparent, and worthy of the public's trust. And I know at the AMF, the words might be different. You are working towards a very similar set of goals. I've been privileged to serve not only at the SEC, but in prior administrations, working alongside your earlier AMF. And what I know from those 20 years, 13 of which I actually worked with the AMF alongside of you all, I know that we share these joint missions. I also know that a lot's changed in these last 20 years, driven by technology and changes of markets and a further globalization of the capital markets, and yes, the electronification of markets. And that both the AMF and the SEC seek to make sure that we still achieve our mission on behalf of investors and issuers alike and those fair and orderly markets in the middle, given the new times and challenges. And of course, there's new challenges on the horizon, the remarkable change of predictive data analytics and how artificial intelligence has already changed a lot of what's happening in the capital markets. And how, in just a tap of a button or a use of a cell phone, you can trade nearly 24 hours a day, 7 days a week around the globe. I also know from my years of experience working alongside the AMF and knowing the dedicated staff at the SEC that what really makes a good market regulator, a good supervisor, if I use your term, is somebody who's dedicated to the public and every day comes in with a little bit of humility, but comes in fearless to protect the public and to look after those investors and issuers alike and do right by the public and instill the confidence and trust in the markets.
For me, speaking as chair of the SEC, I can't help but think of a quote from a critical SEC report that came out 60 years ago in 1963. And the report said, and I quote, "No regulation can be static in a dynamic society." Think about that. Everything's changing so quickly. Further, the report continued, and I quote, "Unanticipated changes in the markets and the broader public participation should be accompanied by corresponding investor protection," end quote. The focus on investor protection. And in recent decades, we've seen tremendous growth and change in our capital markets in France and the US alike. More people trading than ever before using tools and technology that were unavailable and maybe unthinkable even a few years ago. Further, the technology is rapidly evolving. From electronic trading and the cloud, artificial intelligence, and predictive data analytics, these changes are transforming how our markets operate, how businesses conduct business, how investors invest. And the challenges that we both face at the AMF and the SEC, I think at the core are how we continue to drive efficiencies, promote financial stability, meet the match of the bad actors to protect against fraud and manipulation, and yes, modernize our rule sets as markets grow and evolve. Our mission, serving Americans here and you serving your public there, demands no less. After all, no matter how remarkable our country's respective capital markets are, we cannot take them for granted. Look, we all know a gold medalist doesn't become a gold medalist unless they train and they continue to train. Well, I guess given that France will be hosting next year's Summer Olympics in 2024, this point might already be on your minds. I congratulate the AMF again on this 20th anniversary. I thank you for working so closely with us here in America these last 20 years, and I wish your team and your public success in the decades to come. J'invite maintenant Verena Ross et Jean-Paul Servet à rejoindre la scène. Peut-être pour commencer, déjà présenter davantage les institutions que vous présidez. Verena, quel est le rôle de l'ESMA, selon vous, dans le paysage européen aujourd'hui? Bonjour, bonsoir à toutes. Avant toute chose, je veux remercier Sébastien, Marianne et l'AMF de m'avoir invité à cet événement. C'est un plaisir pour moi de participer à cette conférence et de célébrer les 20 ans de l'AMF avec laquelle j'ai collaboré depuis sa création. Joyeux anniversaire! Et au fil des années, j'ai eu la chance de suivre son histoire et son développement. Et de tout temps, l'AMF a été un partenaire privilégié d'ESMA et je suis ravie de continuer cette excellente coopération avec vous toutes et l'équipe de l'AMF. Alors, Michel a bien dit, je ne regrette rien d'être à Paris, mais au contraire, mon français n'est pas suffisant et je veux bien changer en anglais to explain a bit more what ESMA is here for and what we do. I think various people have already, in a way, given the impetus to what is motivating also ESMA. It is ultimately enhancing investor protection, promoting orderly financial markets, and safeguarding financial stability.
And I think it is something that is common to all securities regulators, certainly in Europe, and as Gary Gensler just said, in the world. We are also, in a very small way, already a direct supervisor who supervises some of the European entities at European level. First and foremost, credit rating agencies, but also a few others. And I think what is also important is that we work really as part of the wider European system of financial supervision. ESMA is part of that. That was created in 2011 following from the de la Rosière report. And we are very proud of being part of that system. It is part of being a European system together with our sister authorities on banking and insurance. It is part of working with the national competent authorities, the AMF here in France, but also the many other supervisors across the EU 27. And with that view of a European single market, obviously what is important for us is that we achieve real convergence on the ground to doing supervision all together and making sure that we fight against the fragmentation of the European markets. And that is obviously, we talked about it in the earlier panels, part of that is aligning the regulatory framework, but even more importantly, it's in the application and actually making the supervisory approach and working towards common outcomes all together. So I think I will leave it there. I can give some more examples of all the convergence work that we are doing, but let me stop here and... Merci beaucoup, Verena. Jean-Paul, vous présidez l'Organisation internationale des commissions de valeur. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que fait l'OICV? Bien, merci de me donner la parole. Permettez-moi tout d'abord, mesdames et messieurs, de vous dire combien je suis honoré d'être là parmi vous ce soir. D'abord d'être à Bercy, puisque Bercy et moi, c'est quand même une histoire qui remonte à quelques années. La première fois que j'étais dans ce centre de conférence, qui s'appelait déjà Pierre Mendès, bien sûr, c'était à 25 ans. Donc, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Bien, deuxième... suite à des commentaires que je pourrais faire, je dirais non autorisés, puisque le but est d'être sans tabou et d'être un peu faire du trash talk, comme on dit, surtout après le dernier panel. Mais auquel je vais répondre d'ailleurs, tout en ne dépassant pas mon temps de parole, qui est le stress de beaucoup des organisateurs. Bien. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous faire part d'un message personnel. Je crois que ça arrive assez peu fréquemment dans une carrière professionnelle d'avoir le plaisir d'être ici en face de vos représentants, des présidents de l'AMF. En 2027, fin de mon mandat actuel à la FSMA, qui est effectivement un peu l'équivalent mutatis mutandis de l'AMF française, j'aurai présidé l'institution belge pendant 20 ans. J'ai aucune qualité particulière, c'est juste qu'en Belgique, contrairement en France, on peut avoir un mandat qui est renouvelé, ce qui n'est pas le cas de mes amis et collègues de l'AMF. Mais donc, j'ai le plaisir d'être devant les 6 présidentes et présidents que j'ai côtoyés pendant 20 ans. Et je voulais leur dire la chose suivante, que j'ai appris de chacune et de chacun d'entre eux. C'est un vrai plaisir et un honneur de pouvoir travailler avec vous. Et je voulais vous dire, mesdames et messieurs qui participez si tard à ce colloque, que vous pouvez être fiers de vos représentants, de l'AMF au niveau national international. On parle toujours de l'excédence française. Eh bien, pour moi, ce n'est pas un terme galvaudé quand je vois les représentants que vous voyez. Et je voudrais quand même les applaudir avec vous. Voilà. Voilà. Merci pour eux et pour la qualité de la raison financière. Alors, que fait l'OICV IOSCO, puisque le français est une des langues officielles de l'IOSCO? Eh bien, pour moi, c'est tout simplement une des meilleures traductions d'un concept qui nous est cher à toutes et à tous, c'est le multilatéralisme. L'IOSCO, je ne suis pas sûr que tout le monde sache dans la salle, et ce n'est pas un reproche, il faut être modeste dans la vie ou essayer de l'être, c'est simplement quelque chose qui est assez unique dans son genre. On parle beaucoup d'organisations internationales
qui font un remarquable travail. Le comité de Bâle, nous c'est le comité de Madrid, puisque l'état-major, si je peux dire, ou le siège de l'IOSCO est à Madrid. On parle du FSB, gens remarquables avec qui nous s'entendons bien, mais ça concerne surtout le G20, les pays, je dirais, les plus sophistiqués en termes d'organisation financière. Eh bien, l'IOSCO, c'est juste une organisation, la preuve en a avec Gary Gensler de la SEC, qui regroupe 130 juridictions. Ça veut dire que nos membres, comme l'AMF, comme la FSMA, comme la SEC, comme la BaFin, comme la SFC de Hong Kong, comme ESMA qui est membre observateur du board, que nos membres soient impliqués dans le contrôle de, pour faire du bench, 95% ou 95% de la supervision du secteur financier total. Il n'y a pas d'autre organisation qui a une telle légitimité, à part l'IAS qui s'occupe des assurances et des fonds de pension. On a d'ailleurs 4 comités régionaux. On a un comité des Grow and Emerging Markets, c'est-à-dire des pays en croissance, en développement, qui représente 90 juridictions. D'ailleurs, je reviens d'une réunion de ce comité au Caire. Ça veut dire que l'IOSCO, Sébastien, est de place to be pour défendre, prendre un certain nombre d'initiatives quand il y a un enjeu global. Et on va y revenir dans un instant. Le but n'est pas, je dirais, d'être actif à tous les niveaux. Il n'y a pas de compétition entre nous. Le but est là quand nous croyons que nous pouvons être utiles. Je vais vous donner quelques exemples dont on a parlé tout à l'heure. Agence de rating, benchmark, hedge fund, les fameux SICAV de droit français et de droit belge. Eh bien, tous les principes de base ont été développés depuis des années. Quand Michel Prada, d'ailleurs, a fait 2 passages remarqués à la tête de ce fait, je suis d'ailleurs assez fier d'être le premier successeur francophone après Michel à la tête de cette institution. Eh bien, savez-vous que tous les principes de base ont été définis par l'IOSCO, où on ne vote jamais. On ne vote jamais. Donc, c'est comme les Nations Unies, si ce n'est que je crois quand même qu'on est plus rapide. Bien. Et donc, ça permet de définir des principes dits de haut niveau, high level. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait? On les passe à la moulinette avec l'appui de Bercy qui est appliqué dans les discussions au niveau européen. Et puis, on donne du travail à Verina. Et Verina, après, demande à Marianne et nous de faire le sale boulot au niveau national, notamment pour expliquer ce qu'on fait pour les fonds en matière de Sustainable Finance. Voilà la logique. Et comment on procède? On n'est pas dans une tour d'ivoire. On fait ce qu'on appelle maintenant un risk outlook. ESMA le fait, l'AMF le fait, la FSMA le font. Et là, on a une approche dans les deux sens, comme on dit maintenant en français, top-down et bottom-up. Bien sûr, on voit qu'il y a des enjeux globaux, surtout ce qui est crypto-asset, par exemple, finance durable. Mais on a aussi une remontée d'informations des comités régionaux, et ça nous permet d'affiner notre plan de travail. Ça nous permet aussi, je dirais, de définir des standards et puis de voir comment coopérer. Je vais vous donner un exemple qui est cher à Gary Gensler, qui apparaît tout à l'heure. J'ai l'habitude de dire que le meilleur outil de marketing de l'OICV, c'est notre MMOU. Et qui a lancé le MMOU? Un wise man qui est devant moi, qui est Michel Prada. Corrige-moi, c'est le cas, il y a 20 ans. La première fois que je suis arrivé MMOU, Michel était président, moi je n'étais encore que vice-président au niveau national belge. À l'époque, on échangeait 50 fois par an des informations sur des cas d'initiés, manipulation. On vient de fêter les 20 ans. Je ne sais pas si nous avons le plaisir d'avoir des gens du parquet, du PNF en France, ou bien des juges d'instruction. Eh bien, savez-vous qu'à l'heure actuelle, nous échangeons 5000 fois par an des informations. Et qu'en Belgique, quand je demande à avoir des informations sur l'identité du bénéficiaire, d'une opération d'achat ou de vente, que je m'adresse non pas uniquement à Marianne, mais à toutes les Mariannes du monde, c'est-à-dire sur d'autres continents, j'ai droit à une réponse dans 98% des cas, et dans 95% des cas, je reçois ça, j'ai l'information en 100 jours. C'est-à-dire que mon homologue aura dû demander à son tour aux différents brokers dans la chaîne de transactions quelle est l'identité. Quand vous dites ça à des représentants du monde judiciaire, il y a un certain énervement. Parce qu'il ne me semble pas que ça vaille aussi vite. Ce n'est pas une critique, c'est simplement le fait que nous avons des voies de communication entre autorités de contrôle administratif qui facilitent. Ben voilà ce que fait l'IOSCO, c'est être utile à la protection de l'intérêt général. Il marche. Merci beaucoup Jean-Paul. Alors ça, on a fait aujourd'hui. La table ronde, c'est aussi demain. Donc Verena,
Quels sont selon vous les principaux enjeux pour les années à venir et l'impulsion que vous pouvez donner pour traiter au mieux ces enjeux? C'est une question qui, it's a question that could occupy us now for the rest of the evening, but I know we're standing between you and a nice evening. So let me try to summarize it in a few points. For me, one of the key areas where we clearly need to work, and which has come out of the earlier discussions as well, is the fact that we need to make sure that we have an effective capital market that serves not only the companies and the economy at large, but also the individuals and the investors who are investing and want to make sure that they can save for their retirement or whatever they need. And having efficient capital markets in the European Union means also that's capital markets where capital can flow freely and where you can actually have trust in the supervision that is being done in the country wherever you are based and wherever the firm is based that you are dealing with. And that is one of the key areas that clearly is something that, particularly in a world that is becoming far more cross-border, where the technology is changing fundamentally how investors engage in the capital markets, is something that really we need to make sure we create a system for that actually allows us to do that, and to have regulation and supervision that's agile and that's able to adapt to the challenges that are here. And there, I think it has already been mentioned, it's the technological development, the innovation that is rapidly changing the capital markets. It's the issue of how do we actually find capital to transition to a more sustainable economy. And all of that requires effective capital markets that actually allow to raise that capital and that drive the economy in that direction. So those are the things that clearly are fundamental challenges ahead. At the same time, we need to make sure, as I said earlier, that there is that common undertaking in making sure that we actually find common solutions going forward as supervisors. And others have talked about, that's about making sure we have the right capacity to actually do the supervision, that we have the ability to make sure that we understand what everyone is doing. And it doesn't matter whether it's Marianne at the AMF or it's someone else in another jurisdiction. We need to make sure that we learn from each other, that we compare notes, that we actually work together on finding the right way to focus on the highest risk. And we try to do that by doing common supervisory priorities, making sure we actually conduct supervisory actions together, and making sure that we ultimately also, where it isn't working, can actually take a view and make sure that we look at assessing also how well this is done. But we still need to improve. This is not something where we can stop now. There's a lot to do. And we are here to do it together with the national authorities like the AMF. And on that tone, just one other thing. I think the AMF has always been a huge supporter of ESMA from the beginning, but also that the AMF had always staff that were able to bring that expertise and that support into the European system, which has been highly valuable. And I want to thank you for that again. Merci beaucoup, Werner. Effectivement, un grand supporter de l'ESMA, un grand supporter de IOSCO, Jean-Paul. Je note. Tout à fait. Et donc, pour les 20 années à venir, dans un monde qui évolue et des marchés de capitaux qui se développent partout dans le monde? Eh bien, mon objectif, c'est de répondre à Madame Lethier et à Monsieur Jancovici, en m'inspirant de Monsieur Finkelstein. Et selon sa réputation, il est déjà en train de travailler, Monsieur Jancovici, mais je vais quand même commencer par les propos de Monsieur Finkelstein. Monsieur Finkelstein a souligné un élément important, positif, dans sa fascinante évaluation de ce qui a changé en 20 ans. Je
crois que je vais commencer aussi à lire effectivement les ouvrages de la Sofres. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de points communs avec la Belgique, en tout cas Belgique francophone. Mais le message positif était il y a moyen d'avoir de la confiance et certaines institutions peuvent dégager cette confiance. Merci pour le message. Je crois que c'est ce qu'on essaye de faire en France, au niveau mondial et en Belgique. Mais il faut pouvoir expliquer ce que l'on fait et démontrer. Et pour ça, et c'est pour ça que je voudrais répondre aux deux intervenants précédents, 3 petits exemples très rapidement. Est-ce que 25 millions d'euros, c'est beaucoup pour vous? On peut faire un vote à main levée. Est-ce que 25 millions, c'est une somme négligeable? Bien. 25 millions d'euros. Mais je peux vous dire, c'est un montant énorme. Et c'est un montant énorme que la commission des sanctions de l'AMF a infligé, il n'y a pas plus de 2 mois, à un groupe français pour manipulation de cours. Je connais assez bien, de par mes fonctions internationales, la moyenne des sanctions. Je peux vous dire, ce n'est pas beaucoup d'argent, c'est énormément d'argent. Nous ne sommes pas à Wall Street, nous ne sommes pas chez Gary Gensler, nous sommes en France ou en Belgique ou en Europe continentale. Le montant est à ce point important, si j'ai bien compris, corrigez-moi, les représentants de l'AMF, que le groupe concerné a formé un recours en considérant que sa trésorerie ne lui permet pas de payer cette amende. Ça veut donc dire qu'il y a un shérif en France. Ça veut donc dire qu'il y a un shérif qui prend ces initiatives, pas uniquement à titre répressif, mais aussi à titre préventif. Bien. Et je crois que c'est important de le souligner. Bien. Deuxième exemple, par rapport à l'auteur de bande dessinée, qui est une des bandes dessinées favorites de mon fils. Bien. La confiance et le greenwashing. En fait, j'ai 4 enfants, et donc quand j'explique ce que je fais, comme ces 2 dernières semaines, où je m'excuse de le dire, parce que j'ai dû quand même prendre des avions pour, je dirais, pousser l'agenda finance durable, premier mot, greenwashing, greenwashing, greenwashing. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le greenwashing? Eh bien, on se dit, monsieur et madame tout le monde, ce sont les personnes importantes. Dans la finance durable, c'est très rare que des personnes comme Verina et moi ont un agenda de réforme positive. C'est la crise de subprime, c'est autre chose, etc. C'est des agendas lessons to be learned from a crisis. Ici, on a un agenda positif qui n'est pas une demande de la Commission européenne, d'un gouvernement et autres. C'est monsieur et madame tout le monde qui veulent savoir dans quels produits financiers, dans quel SICAV dont on parlait avec madame Letier, ils peuvent investir dans quelle société. Et monsieur et madame tout le monde n'ont absolument aucune envie d'avoir un label privé, public, français, belge, italien, américain. Ils veulent un outil au niveau international. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait il y a quelque temps? Eh bien, on a tordu le bras d'une fondation qui s'appelle la Fondation IFRS. Et on a dit, voilà, on a besoin d'un partenaire pour développer des normes. À vous de jouer. Au début, pas nécessairement parce que c'est normal, c'est des questions de ressources. Bien. Ils ont lancé un nouvel organe qui s'appelle la SSB, qui est présidé par un de vos concitoyens, Emmanuel Faber. On a challengé beaucoup de choses. Ils ont mis sur pied un board qui est un exemple de diversité, pas uniquement sous l'angle du genre, sous l'angle géographique, mais sous l'angle des CV, des backgrounds. Certains viennent de ce nouveau monde de la finance durable, d'autres des pratiques régulatoires. Ils ont trouvé un bon compromis à la Belge, parce qu'on a aussi des mauvais, sur leur localisation dans tous les continents. Ils ont fusionné avec 3 autres organes. Ils ont lancé des prototypes et en juin, ils ont annoncé 2 standards en 2 ans. Est-ce que c'est normal? Eh bien, ce n'est pas normal, je peux vous dire. 2 ans, c'est une vitesse supersonique pour arriver à définir ça. Et qu'est-ce qu'on a fait, l'IOSCO? On a challengé, on a exigé qu'ils fassent des amendements. On s'est soucié de la protection générale. J'ai fait le tour du monde pour vérifier que c'était pas... Parce qu'on ne peut pas être parfait dans ces matières-là. Être parfait du jour au lendemain, c'est avoir des réactions populistes. C'est avoir des PME qui ne savent pas suivre. Et c'est surtout ne pas pouvoir travailler sereinement et scientifiquement parce qu'on n'a pas les données. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a approuvé ces normes, on les a endorse. Tout de suite après, le FSB a souligné et a soutenu. J'ai même dit à mon ami depuis 15 ans, Knas Knot, le point de FSB, si ça continue comme ça, chaque fois que tu envoies une lettre au G20 de 4 pages, dont 2 sont consacrées à ce qu'on fait à l'IOSCO, il faudrait peut-être payer un droit d'auteur ou en tout cas rajouter notre logo. Donc ça veut dire qu'on est actif. Bien. Et donc, on a 130 juridictions à Berne. Donc maintenant, on commence à parler le même langage. Est-ce que c'est la même langue? Non, je suis désolé, ce n'est pas la même langue tout à fait, comme on ne parle pas la même langue en France, en Belgique, au Québec, dans beaucoup de pays africains, européens. Mais on avance.
Juste pour votre information, et c'est important pour la discussion, je me suis permis de calculer, ça n'engage que moi, mais je crois que ça devrait être raisonnablement, parce que je sais qu'il y a des grands spécialistes statistiques au premier rang, 130 000 sociétés qui vont utiliser ça. 130 000, ça veut dire quoi? On parle le même langage. On peut avoir beaucoup plus de données. On va les extraire grâce à une initiative du président de la République française qui accorde son patronage avec Michael Bloomberg. C'est ce qu'on va faire à Dubaï, où je serai. On va pouvoir avoir des bases de données publiques, privées, gigantesques. On va avoir plus de données. On va avancer dans le scope 3. Parce que c'est l'absence de données fiables qui est un problème pour Madame Tellier. Parce qu'elle dit effectivement, comment est-ce que je fais? Même langage. Capacité d'avoir plus de données. 130 000 sociétés. Alors vous me direz, parce que je sais que la France est gardienne du temple pour l'Union européenne, qu'est-ce qu'il fait avec Verina Ross, Jean-Paul Servet, EFRAC, présidé par un autre Français, et la Commission européenne? Quand j'ai eu le plaisir d'annoncer lors d'une conférence de presse fin juillet à Bruxelles, ce n'est pas le meilleur timing par l'organisation qu'on avait approuvée, il y avait beaucoup de journalistes dans la salle. Ça m'avait étonné, parce qu'on a été très vite. Et en même temps, je m'étais permis de dire à la Commission EFRAC et à Patrick de Cambourg, je crois que maintenant il est bien d'avoir un accord avec les SSMI. Eh bien, il y a un accord interopérabilité 95%. C'est pour moi beaucoup plus qu'espéré. Ça veut dire qu'on a une interopérabilité qui est très importante en ce qui se fait au niveau européen, au niveau mondial. Ça veut dire plus d'entreprises, sur toutes les juridictions. Ne soyons pas trop centrés sur l'Europe. Je reviens aussi après Bâle de Singapour, Hong Kong. Le monde va très vite en Asie en matière de finances durables. Alors c'est vrai par rapport à ce que disait M. Vankovici. Je ne suis pas naïf quand je vais à la COP. J'ai l'habitude de dire c'est un être étrange qui vit entre une foire commerciale et une association d'activistes, mais au moins les gens se parlent. Ils ne sont pas d'accord entre eux, mais ils se parlent. Et ils font avancer les choses, et on a maintenant un référentiel qui est quand même fort utile, 130 000 sociétés, capacité d'extrait de données, et ça ouvre la voie pour des plans de transition qui vont des fois requérir une méthodologie très stricte, qui va devoir utiliser des données, et c'est ce qu'on fait également tous ensemble. Dernier petit mot pour Madame Tellier, si je peux me permettre. Les fonds, effectivement, il y a 3 catégories. 6, c'est business as usual. 8, dans lequel elle se retrouve, c'est avec un accent en matière de finance. 9, c'est les fonds purs et durs verts. Que font les autorités de contrôle? Que ce soit la FSMA en Belgique, et grosso modo, même si ce n'est pas tout à fait la même approche, eh bien, on évite d'abuser de la confiance des gens. Même quand la Commission européenne ne nous a pas donné tous les éléments. En Belgique, je n'ai pas de fonds article 9.1. Il n'y en a pas, désolé. Est-ce que c'est un problème pour l'industrie? Oui. On prend nos responsabilités? Oui. Est-ce que l'industrie comprend? Oui, parce que nous considérons qu'il n'y a pas suffisamment de données. Donc si on veut insuffler, garder la confiance de nos concitoyens en bas, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des problèmes de trust, de confiance dans cet agenda, c'est d'y aller progressivement et de se dire, désolé, la barre est trop haute pour l'article 9, il n'y a pas assez de capacité, il n'y a pas assez, je dirais, de cibles d'investissement qui correspondent. Mais on va y arriver progressivement avec de plus en plus de sociétés qui vont publier. Voilà le message qui est un peu conforme, je dirais, au message de M. Finkelstein, c'est-à-dire croyons-y et avançons. Et on se reverra dans 20 ans sur la base de nouvelles enquêtes de la Sofres. Voilà. Merci beaucoup. Dans 20 ans, j'espère qu'on n'aura pas beaucoup plus chaud. En tout cas, ce que je note, c'est que ce sujet va nous occuper à l'ESMA, à IOSCO, à l'AMF évidemment. En tout cas, j'étais ravi de vous avoir autour de moi. Je pense qu'on peut parler de double matérialité quand on vous a tous les deux autour. Merci. Et donc, je laisse la parole à la présidente de l'AMF, Marianne Barbalayani, pour son discours. Merci encore.